Mes très chers goths, c'est l'heure du grand bilan de la saison 2025, 4e édition de ce format qui commence à devenir un grand classique sur Service Volé. On va prendre le temps sur cette vidéo, on va se détendre, on se met un petit café sur le côté, ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté, la rivalité Sinner-Alcaraz, le niveau global, alors pas forcément que du top 10, on va aussi parler du top 100, du tennis dans son ensemble, et un mini bilan aussi pour la chaîne, donc on va se mettre bien. Avant ça, avant toute chose, votre soutien compte énormément pour pérenniser le projet, et le plus important, c'est vos abonnements, c'est gratuit pour vous, c'est essentiel pour moi. La chaîne, il faut le rappeler, elle est gérée que par la personne que vous voyez sur votre écran. C'est géré à 100% par moi, de façon indépendante, et il n'y a aucune garantie que ce soit pérenne sur la durée. J'ai vraiment impérativement besoin de vous, besoin de votre soutien. Je le dis pas toujours, là j'insiste un petit peu plus là-dessus. Un petit mot du sponsor, justement, et on attaque juste après. Cette vidéo vous est proposée par CyberGhost VPN. On va aller à l'essentiel. CyberGhost VPN est un VPN ultra populaire et très apprécié de ses utilisateurs que j'utilise moi-même au quotidien. Un VPN vous sert à plusieurs choses. D'abord, sécuriser à 100% votre flux internet en bloquant tous les regards indiscrets où que vous soyez. Pour l'utiliser, rien de plus simple, un seul petit clic et vous changez incognito votre localisation en ligne vers les États-Unis, la Corée du Sud ou tout autre pays de votre choix, et ça vous permet en plus de débloquer les contenus géolocalisés de toutes les plateformes de streaming à la mode comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. En changeant de pays virtuellement parce que vous restez tranquillou assis chez vous, vous pouvez payer vos abonnements moins cher et surtout accéder à du sport gratuitement sur des chaînes d'autres pays que la France. Autre atout non négligeable, les sites bloqués en France redeviennent accessibles grâce à CyberGhost VPN, comme la France qui a bloqué l'accès à certains sites pour les grands en 2025. Ne subissez plus ces blocages aléatoires tout en gardant votre activité privée et sécurisée en toutes circonstances. Avec un seul abonnement, tu peux sécuriser jusqu'à 7 appareils en même temps, ça fonctionne sur ton téléphone, ton ordinateur et même ta console de jeu. Avec mon lien dans la description, tu bénéficies d'une réduction de 83% sur l'abo et tu obtiens 4 mois gratuits. Tu as 45 jours pour te faire rembourser si tu le souhaites et un accès au support client toute la journée et toute la nuit, donc c'est vraiment safe pour toi. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Un abonnement à CyberGhost VPN égale un soutien à Service Volé, donc c'est plutôt pas mal, n'hésitez pas. Allez, on retourne à la vidéo. Allez, retour à la vidéo et on commence avec la première partie, ce que j'ai aimé dans cette saison et ma note de la saison 2025. On va commencer par l'éléphant dans la pièce, on va parler de la finale de Roland-Garros il y a quelques mois maintenant. Quel match, quelle sidération absolue. La meilleure finale du siècle qui ne comporte aucun membre du Big Three, ça c'est sûr et certain. C'est la première ou la deuxième meilleure finale de Roland-Garros avec celle de 1984. Et surtout en fait c'est une finale je trouve qui grandit en moi. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, même en fait dès le mois de juillet, août, je réfléchissais à cette finale et tu repenses aux 3 balles de titre sauvées par Alcaraz, au super tie-break, mais pas que, en fait, c'est pas une vision binaire juste la performance d'Alcaraz, je trouve que ce qu'a réalisé Sinner porte cette finale à un niveau extraordinaire, à un niveau quasiment jamais vu dans l'histoire du tennis. Vraiment la manière dont Sinner a été un perdant magnifique, ça glorifie cette finale qui est juste extraordinaire. On va parler aussi du niveau de Jack Draper que j'ai beaucoup aimé cette saison, surtout malheureusement il s'est blessé après Wimbledon, mais sur le premier semestre, sa performance à Indian Wells notamment en demi-finale contre Carlos Alcaraz où il a été tétanisant, et je pense que ce gars-là, il a vraiment le potentiel pour être un 3e mondial. Plus légitime à mon sens qu'un Alexander Zverev. S'il reste en bonne santé, c'est un gros si, j'en ai bien conscience, mais c'est un gars qui peut être 3e mondial, il a vraiment tout le talent pour. On a aussi cette saison le tournoi d'Holger Rune que j'ai beaucoup apprécié à Barcelone, surtout ces 2 derniers tours en demi-finale contre Karen Khachanov et aussi la finale contre Carlos Alcaraz avec, pour une fois, au niveau tactique, des choses très pertinentes du côté d'Holger Rune, qui est un superbe joueur sur terre battue. Malheureusement, il s'est blessé au tendon d'Achille et on le reverra pas sur le début de la saison 2026. J'ai envie de parler aussi des ascensions croisées entre Lerner Tien et Joao Fonseca. On va dire que l'ascension de Lerner Tien, elle a été plus régulière, surtout sur le dur extérieur, alors que Joao Fonseca, il y a eu des pics de performance, notamment 2 titres à Buenos Aires et aussi l'ATP 500 de Bâle en fin de saison qui a fait exploser son classement. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup que Lerner Tien ne soit pas dans la liste des 4 joueurs qui ont explosé cette saison. Ils ont préféré mettre par exemple Jack Draper. Je trouve que c'est un peu dégueulasse quoi, pour la saison de Lerner Tien, mais ça montre aussi qu'au niveau médiatique, il n'est pas encore assez respecté ce joueur. Alors que Lerner, c'est vraiment un joueur qui apprend très vite. Vous avez la ref. On va parler aussi
de la folie de Loïs Boisson à Roland-Garros, qui a été juste dingue, quoi. Ce qu'on a vécu, le match contre Mira Andreeva, le match contre Pegula, que dire? Franchement, c'était génial, c'était fou. Et aussi, quelque part, la densité sur le circuit WTA, qui a consacré 4 vainqueurs différentes sur chacun des tournois du Grand Chelem. Et en fait, on a un top 8 qui est très homogène, hein, qui a vraiment de la gueule. J'ai envie de parler aussi de la revanche de Sinner à Wimbledon. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On sort de Roland-Garros, le traumatisme, il est total. Il arrive à Halle, il perd contre Bublik alors qu'il y a des occasions de break au début de la deuxième manche et au début de la troisième manche. Il se fait sortir et derrière, il remporte Wimbledon au nez et à la barbe de Carlos Alcaraz, en réalisant une finale juste sensationnelle. Donc la résilience de ce gars-là, et même en fait aux ATP Finals, sur Carlos Alcaraz, parce que la pression du favori, à domicile, avec une série de victoires en indoor qui était extrêmement vertueuse, il pouvait pas vraiment se permettre de perdre cette rencontre alors qu'il était mené 7-1 sur les 8 dernières oppositions depuis tout début 2024. Donc ça c'était hallucinant. Petite mention aussi sur Novak Djokovic à Roland-Garros, qui moi personnellement m'a régalé, que ce soit le match contre Zverev avec, je sais pas, il y a eu combien, 30, 40, 50 amortis des revers, et aussi sa demi-finale contre Yannick Sinner avec un morceau de bravoure typique de Novak Djokovic, qui malheureusement aujourd'hui passe en dessous de ces gars-là, de Sinner. Djokovic aussi à Athènes avec une finale ultra épique contre Lolo la Musette. Impossible d'évoquer cette saison 2025 sans évoquer la prise de pouvoir de Sinner, qui concrétise enfin, parce qu'en 2024 on se posait la question, est-ce qu'on va avoir enfin une finale de Grand Chelem entre les deux? Ah ouais, je crois qu'on en a eu une, et on en a même eu 3 sur cette saison, avec aussi la première finale en Masters 1000, c'était à Rome, lors du retour de suspension de Sinner. Donc une saison avec pas mal de choses à picorer à droite à gauche, je trouve. Après, je trouve aussi que l'ennui a été souvent palpable en Grand Chelem, et notamment sur les deuxièmes semaines, et les Masters 1000 sur 12 jours, qui sont toujours aussi ennuyeux, quoi. Vraiment, on se fait yesh à un niveau. Donc pour moi, cette saison, c'est un 5,5 sur 10. Je vous pose la question dans les commentaires, quelle note donnez-vous à cette saison 2025 entre 0 et 10? Ok, on va parler maintenant de l'évolution de la chaîne de cette saison 2025. Si c'est pas une partie qui vous intéresse, vous pouvez toujours la passer et aller sur le point suivant. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que le socle de viewers, il est hallucinant. Vraiment. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Là, au début, je faisais mes vidéos pour 100 personnes, 200, 500, 1000. Là, aujourd'hui, on est entre 25 000 et 50 000 parfois en Grand Chelem. C'est un stade, quoi. C'est le stade de France. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Vraiment, je suis halluciné. Moi, ce qui me plaît sur la chaîne aussi, c'est de pouvoir faire différents formats, beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies, beaucoup d'analyse globale de ce sport, les déclarations, les news. En fait, c'est ce côté très complet qui me plaît. Je ferai pas simplement un seul petit truc. J'aime bien pouvoir vous proposer un ensemble de choses et pouvoir analyser le tennis dans toute sa complexité. L'espace qu'on a réussi à créer sur Service Volé, je dis on parce que c'est vous et moi au final, hein. C'est vous aussi qui réagissez, qui interagissez dans les commentaires, on peut interagir ensemble d'ailleurs. C'est quelque chose dont je suis très fier, tout ça, parce que il y a vraiment un espace pour toutes les sensibilités. Ça a toujours été dans l'ADN de la chaîne de proposer ça, même à l'époque du Big Three. Je pense que les fans de Djokovic se sentaient bien représentés. C'était la même chose pour Rafa, c'était la même chose pour Roger, avec toujours, chez moi, vous le savez, un esprit critique, même sur les gros joueurs. Il n'y a pas de fanatisme qui tienne. Et même si on peut avoir des débordements de temps en temps, des débordements mineurs, en fait, c'est inhérent à une audience qui est grandissante, qui aujourd'hui a dépassé les 50 000 abonnés, ce qui est normal. Alors là, à l'échelle de YouTube, 50 000 abonnés, c'est que dalle, mais pour du tennis, c'est énorme. Parce que même quand on compare avec des chaînes américaines, des chaînes anglaises, 50 000 abonnés sur, entre guillemets, de la news tennis, même si je pense que je fais plus que ça, il y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y a pas beaucoup de chaînes comme ça, donc il faut être content des résultats obtenus. Cette saison, ça a aussi été l'occasion pour moi d'élargir encore plus mon travail. Je suis avec Eurosport depuis 2022, je fais des chroniques hebdomadaires. S'enfiler aussi 2 fois par semaine, le lundi et le mardi, toute la saison, avec les voyages que ça comporte. Donc voilà, il faut réussir à bien s'organiser, parce que parfois ça a été vraiment un petit jeu d'équilibriste. Les shorts, les vidéos longues qui sont le vaisseau amiral de la chaîne, et depuis début janvier, j'ai calculé, je crois que je dois être à quelque chose comme 2 semaines de pause. Donc voilà, ça a bien carburé, ça a bien enchaîné. C'est très très chronophage le tennis,
Et le plus compliqué, en fait, je me rends compte, au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne, c'est vraiment de durer, quoi. C'est de durer, d'être constant dans l'effort, et de pas tomber dans les pièges, dans la provocation aussi, qui est de plus en plus importante, je trouve, que ce soit sur les réseaux, ou même parfois en commentaire. Mais en tout cas, chaque étape de l'évolution de la chaîne comporte ses trucs kiffants, et ses pièges, c'est Jean-François Piège, et donc du coup c'est un éternel renouvellement, mais tout ce qui est, je vous le dis, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, je suis obligé d'être présent là-dessus, mais c'est pas du tout un game qui me correspond, quoi. Je suis pas vraiment là-dedans, j'avais pas du tout de réseau avant de créer cette chaîne, j'avais pas Twitter, j'avais pas Instagram, je vivais très bien. Il faut prendre de la distance, je pense, par rapport à ça, sinon c'est l'usure mentale garantie, quoi. Enfin, tu t'exploses la tronche, parce que t'es stressé, parce que ça te contamine dans ta vie privée. Déjà, quelle vie privée tu peux avoir quand tu suis de façon quasiment religieuse le tennis? C'est un peu tendu, ça. Pourtant, je trouve que Service Volé a encore une grosse marge de progression. Je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus haut, que ce soit sur les projets, les formats. Après, est-ce que je suis pas un peu arrivé au bout de ce que je peux faire juste moi-même en faisant tout de A à Z? Ça, c'est une question à laquelle il faudra peut-être répondre l'année prochaine. Allez, retour au tennis stricto sensu, j'ai toujours rêvé de dire ça, stricto sensu. On va parler vitesse, on va parler tactique, on va parler stratégie, et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que déjà, on va s'appuyer sur une statistique de Matt Willis, le GOAT, qui nous a sorti, vous le voyez, la longueur des rallyes sur dur depuis 4 saisons, et en fait, on est sur une légère baisse. En fait, même on pourrait dire une stabilisation, hein, pour être tout à fait juste, on est à 4 coups par échange. En fait, depuis le Covid, on est dans une ère de l'accélération, dans l'ère de la cinérisation, même si on peut l'appeler comme ça, et le combo service-retour, et ça on en a parlé tout le long de la saison, le combo service-retour c'est le combo le plus important, c'est devenu capital. Si tu fais pas la différence tout de suite, pour la faire ensuite quand l'échange est stabilisé, c'est une tannée, c'est une horreur, parce que les balles grossissent, à vue d'œil, au bout de 2 jeux déjà c'est des pastèques, c'est Fruit Ninja le truc, et du coup ça devient de plus en plus difficile. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Daniil Medvedev qui a perdu son service à partir, on va dire, de mi-2022, fin 2022, c'est devenu beaucoup plus difficile pour lui de faire la différence, parce que son jeu c'est un jeu de remise, c'est un jeu d'usure, c'est un jeu passif par essence, et aujourd'hui la méta elle encourage d'autres styles de jeu. Et d'ailleurs les meilleurs joueurs ont pris à bras-le-corps ce problème. Je vous ai trouvé une autre statistique, elle concerne Carlos Alcaraz, qui a revu son service à la fin de la saison dernière. Ensuite, on l'a vu à l'Open d'Australie, c'était un énorme chantier, il a perdu en quart de finale contre Novak Djokovic. Et donc Alcaraz, il est à 265 aces la saison dernière. Cette saison, il était à 463 aces en 2025. Donc en moyenne, ça donne 4,1 l'année dernière et 5,8 cette saison, donc il a vraiment compris que c'était impératif pour lui d'améliorer ce coup. De toute façon, on en parlait déjà en 2023 et en 2024, et du coup, tout ça, ça donne la fin des tennis asymétriques. Et ça, c'est pareil pour un Stefanos Tsitsipas, avec un revers qui est en mousse, avec un retour de revers qui est en mousse, c'est pas possible aujourd'hui dans la méta actuelle, et c'est un peu à l'image de ce qui s'est passé en WTA, mais ça c'est pareil, on en avait parlé déjà lors du bilan 2024, l'automatisation et la répétition des frappes des deux côtés, c'est ça qui est impératif. Alors au niveau du circuit ATP, c'est Djokovic qui a été révolutionnaire à ce niveau-là, et Sinner n'est qu'une extension de ça. Alors attention, cette vitesse, cette cinérisation, elle comporte un effet pervers. C'est-à-dire que pour moi, la vitesse empêche la variété des styles de jeu. J'en suis convaincu à 100%, à 10 000%, parce que le service volé et le jeu d'attaque n'existe que dans un monde où tu as le temps de monter à la volée, où tu peux produire un rythme disruptif, où tu peux faire des ruptures de rythme. Le centrage, là aujourd'hui, tu peux décentrer, la balle reste dans le court. Ça veut dire que l'attaque, elle en pâtit nécessairement, parce qu'il faut réaliser un coup d'attaque, un deuxième coup d'attaque, un troisième coup d'attaque pour réussir à faire la différence. Et je vois pas dans quel monde un autre tennis peut émerger dans la méta actuelle. Pour moi, c'est impossible. Le contexte, il empêche l'émergence de nouveaux styles ou le retour d'anciens styles, parce que le tennis était beaucoup plus riche et complexe dans les années 80 et dans les années 90. Il y avait beaucoup plus de variété, d'opposition de styles, et même en fait, en termes de variété de personnalité. Je sais que certains se disent « ouais, les joueurs, ils sont trop policés, etc. etc. » En fait, ils se protègent des réseaux sociaux. Ils préfèrent ne pas commettre de débordement, sauf quand tu t'appelles Daniil Medvedev et que t'es complètement cramé du bulbe, ou un Andrei Rublev. Mais lui, c'est surtout dirigé envers lui-même. Donc en fait, je trouve que les seuls joueurs qui peuvent émerger dans la méta du moment,
bah, c'est des joueurs qui feraient du sous-Sinner, c'est-à-dire frapper fort, frapper vite, et je vois pas comment est-ce que tu peux jouer mieux que Sinner dans son registre, ça me paraît impossible. Et c'est pour ça que parfois je me fais des kiffs et je regarde des matchs de 2010, de 2012, donc on est en plein Big Three, hein, mais même des matchs de 96, 97, du Sampras, du Agassi, un peu avant, du Becker, du Hedberg. J'adore regarder des matchs de ces époques-là. Et là, c'est vrai que cette saison, ça m'a frappé à quel point, même il y a 10 ans, 12 ans, le tennis, il est d'une lenteur par rapport à ce qui se produit aujourd'hui. C'est un truc de malade, vraiment. La vitesse, elle s'est complètement accélérée. Et un autre point qui doit être très important dans notre réflexion aujourd'hui, c'est la rivalité Sinner-Alcaraz. C'est une rivalité qui ne ressemble à aucune autre parce que les surfaces, elles importent très peu dans ce duel. On a vu Carlos Alcaraz se rapprocher de Sinner en indoor, on a vu Sinner se rapprocher de Carlos Alcaraz sur terre battue, il est à 2 doigts de le battre à un coup de raquette, de le battre à Roland-Garros, et ça c'est vraiment nouveau parce que avant, et même dans l'ère du Big Three, on avait une vraie compartimentation. Rafa tenait la terre battue, Roger tenait le gazon, même s'il perd en 2008 en finale contre Rafa, et Novak c'était le roi du dur. Alors parfois il y avait des croisements, Roger a été exceptionnel sur dur rapide et en indoor, on pouvait avoir des moments comme ça où il y avait des éventuels croisements, Nadal se faisait battre par Novak Djokovic à partir de 2011 sur terre battue, mais on avait vraiment l'impression que les surfaces étaient incarnées par les joueurs. Aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, et en fait les nuances entre les surfaces existe toujours, que ce soit au niveau des rebonds quand tu joues sur gazon ou la vitesse de jeu, ou sur terre battue où tu peux beaucoup plus jouer avec la profondeur et les volumes, mais les meilleurs joueurs, ils ont un tennis qui est capable de s'adapter très rapidement aux diverses situations, aux divers contextes, aux différentes surfaces, et ça c'est vraiment, encore une fois, l'influence de Novak Djokovic, qui avait conçu un tennis qui était protéiforme, capable de s'adapter partout très vite, de façon éclair. Et c'est aussi pour ça que Novak, il joue quasiment jamais de tournoi de préparation sur gazon, parce que instantanément, il a compris comment pouvoir jouer sur cette surface. Et pour revenir à ce qu'on disait sur ce point, pour moi la vitesse, c'est un peu l'ennemi de la tactique et de la réflexion. Et c'est là aussi où je rejoins un certain Tony Nadal qui s'est exprimé là-dessus il y a quelques semaines. La vitesse, c'est l'ennemi de la réflexion, c'est l'ennemi de la tactique. Et en fait, on peut même étendre ça à la société civile. L'accélération du monde aujourd'hui, elle participe à sa confusion. Allez, 4e point de cette vidéo, la fuite en avant politique de l'ATP, et je vous le dis tout de suite, les 3 prochaines saisons vont être cruciales pour l'avenir du tennis. Le calendrier qui est en train de basculer vers le tout premium, et surtout de couper les connexions entre les challengers, les 250, et le reste du circuit, le haut du panier, on peut dire. En fait, pour les joueurs qui sont au-delà de la 80e place mondiale, et là on va parler de Valentin Vachereau cette saison, c'est beaucoup plus simple et pertinent de percer en te qualifiant pour un Masters 1000 et en tentant un run pour aller jusqu'en 8e en quart de finale, plutôt que d'aller grinder les challengers qui deviennent beaucoup moins intéressants, ou même les 250. Donc aujourd'hui, on entre progressivement, je trouve, dans une volonté de circuit fermé, ou quasi fermé, un petit peu à l'image du football avec ce serpent de mer de la Super League qui a été bloqué pour l'instant. Il y a aussi, il faut en parler, le thème des blessures. Des blessures de plus en plus précoces, de plus en plus graves aussi. On pense à Draper, on pense à ce malheureux Holger Rune, on pense à Arthur Fils aussi, qu'on espère revoir en pleine forme début 2026, et il y en a plein d'autres, hein, Shelton, l'épaule, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines, ça prendrait 10 minutes de faire la liste exhaustive de tous les blessés cette saison. Et en fait, le tennis, c'est un sport extrêmement traumatisant par essence, et c'est de plus en plus le cas. Et je trouve qu'on arrive à un point de rupture entre ce que le corps peut produire et ce qu'on demande au corps de produire. Et il y a une tension. On le comprend bien, il y a une tension qui est générée. C'est-à-dire que pour les joueurs, alors déjà il y a des choix de calendrier à faire, il y a évidemment tout l'argent qui circule, les bonus, etc., etc. Et puis je pense qu'il doit y avoir des tentations, il doit y avoir des moments où tu te dis comment je récupère ce 1% par rapport à l'autre joueur, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, quels sont les seuils. C'est sûr, c'est évident, et il n'y a pas que le tennis qui pousse les joueurs, entre guillemets, au crime. Le foot, la Formule 1, le basket, les cadences deviennent de plus en plus intenses parce que les droits télé, parce que les objectifs budgétaires, parce que on a de l'argent qui arrive de plus en plus sur les gros joueurs essentiellement, qui ruissellent pas vraiment vers les petits. Et on se rend compte aussi que même au sein du premium, donc les Sinner et les Alcaraz et les autres, il y a des divisions. Il y a des divisions qui sont claires.
pour moi, il y a que Sinner et Alcaraz qui se préparent vraiment au Grand Chelem. On peut noter aussi Novak Djokovic, mais Novak Djokovic, il évolue dans une catégorie très spécifique à son âge. Mais par exemple, je vois jamais un Zverev, un Fritz, un Shelton, un Rublev, un Medvedev se préparer spécifiquement pour les grands chelems et préparer un pic de forme pour les grands chelems. Non, ça n'existe pas. En fait, ils se préparent surtout à ramasser les miettes des gros tournois que Sinner et Alcaraz ne jouent pas. Par exemple, le Masters 1000 de Madrid, celui de Toronto, celui de Shanghai. Ok, ils sont pas là. Là, on peut y aller. Donc, on voit bien, même au sein du top level, il y a des divisions, il y a des objectifs, il y a des priorités qui sont différentes. Allez, 5e partie dans cette vidéo, et on va parler fanatisme, on va parler représentation, et on va parler toxicité. On a vécu, je trouve, un tournant dans la toxicité cette saison, dans le fanatisme. Alors, est-ce qu'on a vraiment eu une accalmie après le Big Three? Je crois pas. Ça a toujours existé, ça a toujours été là. Je m'explique. En fait, je pense que c'était pas le Big Three le problème. C'était cette frange de fans spécifiques, la plus vocale, une minorité. Et je vous le dis, et je pense que je parle au nom de la majorité et aussi la majorité silencieuse, vous nous cassez les yeux, mais vraiment à un niveau. Il y a eu, je pense qu'il y a eu 2 moments importants sur l'année et demie écoulée. Il y a eu le double test positif de Sinner, ça c'est sûr et certain, parce que le gars avant ça, c'était un fantôme, c'était Casper, aucune aura, aucune personnalité, il se prenait ces critiques-là, même encore début 2024. Aujourd'hui, pour certains, t'as l'impression que c'est devenu l'antéchrist, le gars. Donc t'as eu ça, et bah t'as eu aussi évidemment la récurrence des Sincaraz au sommet du jeu, les 3 finales en Grand Chelem, la finale également à l'ATP Finals. Et aujourd'hui, en fait, on a un triangle de tension entre Sinner, Alcaraz et Djokovic aussi. Alors les fans de Djokovic détestent Sinner à un niveau extrême parce qu'il a le toupet de 1. De limer leur chouchou H24, ça devient de plus en plus difficile, et aussi ce double test positif qui, il faut être honnête, je pense qu'il sert d'excuse. Je pense que c'est des gens qui n'aimaient pas Sinner déjà à la base, qui n'aimaient pas son style de jeu, et qui utilisent l'excuse du double test positif pour le critiquer encore davantage. Voilà, c'est mon idée, hein. Franchement c'est mon point de vue. Ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est que Sinner, en 21, en 22, il avait pas vraiment de fanbase, quoi. Moi j'étais là, je regardais ses matchs, je voyais pas sur Twitter des enchaînements de take, un fan club pour Sinner. Non, en fait c'est le succès qui a généré une fanbase autour de lui. Donc on le voit bien aussi, les fans toxiques, c'est souvent des fans opportunistes. C'est des fans qui arrivent uniquement après le succès pour le teinter, voire encore mieux, le calomnier. Et en fait, quand on rentre dans la voie du fanatisme, on quitte la voie de la raison. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus susceptible aux opinions tranchées, et aussi à la distorsion des faits. Combien de distorsions de faits je vois sur les réseaux, dans les commentaires, dans les forums, les gens qui prennent un truc, qui l'instrumentalisent pour le tourner à leur sauce parce que ça correspond à leur agenda, etc. C'est d'une fatigue. Et en fait, on évolue, quand on évolue dans un cercle de fanatiques, on évolue dans une bulle cognitive et on est sans cesse confronté à des biais de confirmation. Ça existe au-delà du tennis, hein, je vous rassure. Et donc ça, je trouve que c'est une vision qui est d'une binarité déjà effrayante, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout ça nuit à la qualité du débat, quoi. Enfin, ça dégrade la qualité du débat à un niveau hallucinant. En fait, on parle plus vraiment de tactique, de stratégie, de nuances, de body language, de changement tactique au sein d'un match. Non, on parle de il a essayé de faire ça pour le manipuler, c'est un menteur, c'est un truqueur, etc., etc. En fait, c'est pas du tout intéressant. Et quand on voit les choses à travers un seul prisme, celui du fanatisme acharné ou du hater, en fait, on n'a pas la vision horizontale nécessaire pour bien juger ce qui se passe sur une rencontre. Et heureusement, je pense qu'il y a l'immense majorité des fans de tennis qui sont pas là-dedans. Mais autant sur les 2 premières années, j'étais encore innocent, je me disais, ouais, on va réussir à changer les choses, on va proposer un traitement égal, les choses vont bien se passer, on sera un espace différent des autres. Aujourd'hui, je vous avoue que je suis un peu plus dans le cynisme, et je me dis que ça existera toujours, en fait. Voilà, c'est inhérent au sport de très très haut niveau, c'est inhérent à l'époque dans laquelle on vit, et aussi au fait que tout le monde peut s'exprimer, et que les avis les plus tranchés deviennent les avis les plus vus, les plus commentés, les plus critiqués, et en fait, on alimente une réflexion, on alimente un débat qui est de plus en plus extrême. On va terminer cette vidéo sur un message positif quand même. Profitons du niveau, s'il vous plaît, de ces 2 joueurs. Profitons aussi de Novak. Profitons même des autres joueurs qui ont plus de faiblesses, qui sont un peu plus décevants. Mais profitons de ces gars-là, profitons de ce sport tout simplement, des émotions que ça peut nous donner, du plaisir immense que ce sport peut nous donner, parce que c'est un sport qui est merveilleux, qui est tellement beau, qui est tellement complexe. Il y a de la technique, de la tactique, du mental, c'est une mise à nu, c'est une mise au centre, une vulnérabilité.
accepter, assumer devant parfois 15, 20 000 personnes dans le stade, mais aussi des millions de personnes qui te regardent. C'est un sport qui est vraiment, vraiment grandiose. C'est un sacré sport le tennis quand même, quand on y pense. Mais pour voir tout ça, bah, il faut une vision périphérique, il faut continuer à aimer ce jeu. Je pense que quand on est trop fan d'un joueur, on perd un peu sa vue. Je pense qu'on s'égare. On s'égare. Il faut rester amoureux foncièrement, fondamentalement de ce sport qui est, je me répète, mais ouais, un voyage intérieur, un voyage intime. Et c'est un grand, grand sport. Profitons aussi de cette petite intersaison désormais. La transition était toute trouvée. Il y aura, je pense, encore un contenu, peut-être deux d'ailleurs si vous êtes sage, d'ici la fin de la saison. Et on se retrouvera avec grand plaisir, grand bonheur pour le début de la saison 2026. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi. C'était la saison tennis 2025 sur Service Volé. Ciao. Un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. En t'abonnant, tu soutiens activement Service Volé, tu sécurises ton flux à 100% et tu débloques des contenus exclusifs dans le monde entier, satisfaits ou remboursés pendant 45 jours.